10h, 11h30. Tendance première. François Verhegen, bonjour. Mais bonjour. Professeur de zoologie à l'ULiège, créateur de la chaîne Science Bestiale sur YouTube. Aujourd'hui, c'est un hommage que vous vouliez rendre. Oui. Hommage à cette chercheuse, cette activiste et également Jane Goodall qui est décédée jeudi ou vendredi dernier, c'est ça? C'est ça, le 1er octobre. J'avais envie de vous parler donc d'une femme qui a percé la frontière que l'on aime traditionnellement dresser entre nous, les humains, et eux, les autres animaux. Une dame qui a démontré que l'humanité n'a pas le monopole des embrassades, des disputes, du rire, des stratégies politiques, de la guerre, de la culture. Oui, l'éthologie, donc la discipline scientifique qui se passionne des comportements animaux, comme moi d'ailleurs, vient de perdre l'une de ses plus grandes voix. Si vous n'avez jamais entendu parler de Jane Goodall, alors commençons par une scène fondatrice. Nous sommes en 1960 sur les rives du lac Tanganyika, dans le parc de Gombe, dans l'actuelle Tanzanie. Une jeune Anglaise, sans diplôme universitaire, s'installe avec des jumelles, un carnet et une infinie patience. Elle a été repérée par un paléoanthropologue, Louis Leakey, qui veut, lui, un regard neuf sur les grands singes, un regard, vous savez, qui n'est pas encore formaté par les habitudes qu'on acquiert dans des labos de recherche. Car oui, à l'époque, les études sur les comportements des primates, elles se déroulent exclusivement en laboratoire. Et pari gagné, Jane observe sur le terrain un chimpanzé fabriquer un outil en arrachant une branche fine, en ôtant les feuilles, puis en la coinçant dans une termitière pour en sortir de délicieux insectes. L'homme n'est soudainement plus le seul animal qui se fabrique des outils. Jane Goodall a commencé à égratigner la définition que l'on se faisait d'un humain. Cette découverte, corroborée et suivie par plein d'autres, fera d'elle une pionnière et ouvrira un chantier titanesque sur la cognition animale. Mais Jane Goodall n'a pas seulement vu des outils, elle a aussi vu des individus. Là où à l'époque les chercheurs préféraient donner à chaque singe un numéro, Jane Goodall, elle reconnaît des personnalités, elle leur donne des prénoms. Ce choix, jugé trop humanisant par certains, n'était pas un caprice, c'était la base de son hypothèse de travail. Pour comprendre une société et son fonctionnement, il faut voir et comprendre les êtres qui la composent. Il faut voir leurs alliances, leurs humeurs, leurs ascensions fulgurantes dans la hiérarchie et aussi les dégringolades. Et à Gombe, Jane observe des chimpanzés s'entraider, mais elle documente aussi l'adoption d'orphelins, la tendresse des mères, les rires des jeunes comme des vieux, mais aussi des réalités moins idylliques, des parties de chasse qu'ils s'organisent, le partage de la viande, l'infanticide et même des guerres intergroupes qui durent plusieurs années et qui mettent en jeu des comportements prémédités, des stratégies élaborées. Elles découvrent leur politique guerrière avec des patrouilles, des embuscades, des coalitions, des trahisons. Jane Goodall nous a donc apporté la preuve que nos cousins primates ont des répertoires comportementaux et cognitifs bien plus riches et flexibles qu'on ne l'imaginait. Parce que la fabrication d'outils, c'est pas un gadget, c'est un indice fort en faveur de l'apprentissage social, des traditions et de la culture en dehors de l'espèce humaine. Elle nous a apporté aussi la personne animale, au sens cognitif et affectif. L'idée que chaque individu est doté de sa propre personnalité, mémoire, intention, ambition, et que c'est tout cela qui permet d'expliquer les comportements d'un individu. Ces méthodes de travail ont bien sûr été critiquées. Familiariser les chimpanzés en leur offrant des bananes, c'est critiquable, tout comme sa grande proximité avec eux et un certain anthropomorphisme. Mais la science n'avance pas sans frottement. Et Jane Goodall, elle s'est autant frottée aux moustiques qu'aux jalousies de la communauté scientifique, parfois justement exigeante. Mais sa rigueur d'observatrice et l'ampleur phénoménale des données qu'elle a patiemment accumulées ont transformé ses procès d'intention en débats féconds qui ont affûté nos méthodes et approfondi notre rapport aux animaux. C'est en assumant son empathie envers les animaux qu'elle a fait bouger les lignes. Goodall a élargi la boîte à outils de la science du comportement. Quand vous lisez aujourd'hui des travaux sur la personnalité des chimpanzés, des bonobos, des corbeaux, que vous entendez parler de traditions locales chez les cétacés, ou que vous entendez des chroniques sur la première, sur les capacités cognitives des insectes, eh bien vous percevez l'onde de choc de travaux qu'elle a menés à Gombe. Et puis il y a eu le grand virage.
un grand virage dans les années 80. Jane Goodall quitte les campements sur le terrain autant qu'elle le peut pour ne plus en fait jamais vraiment cesser de voyager. Non pas par lassitude de la brousse, mais par nécessité. En voyant disparaître les forêts, en constatant la pression du braconnage, elle comprend que l'observatrice, la chercheuse, doit devenir l'avocate des espèces menacées. Elle fonde en 77 le Jane Goodall Institute qui soutient la recherche, la conservation, des projets communautaires et des sanctuaires pour grands singes. En 91, elle lance Roots and Shoots, un mouvement mondial qui encourage les jeunes à adopter un mode de vie durable et à influencer leur entourage à faire de même. Elle choisit de mobiliser les jeunes autour de projets concrets pour les humains, les animaux, la nature, parce qu'elle est convaincue que des solutions durables poussent mieux quand les racines sont locales et les graines plantées tôt. Cédric, Véronique, vous ne m'offrez pas assez de temps d'antenne pour lister tous les projets dans lesquels se lance Jane Goodall. Des livres, des films, des conférences par centaines, voire milliers, un podcast lancé pendant la pandémie, une liste de distinctions bien plus longue qu'un bras. Elle est messagère de la paix des Nations Unies, anoblie par le Royaume-Uni, et en 2025, Joe Biden lui remet la médaille de la liberté. On a souvent caricaturé cette Jane comme une infatigable rockstar de l'écologie. C'est oublier que derrière la scène, il y avait une discipline d'acier et une foi inaltérable dans l'éducation. Puis il y a son style. Une voix douce, presque chuchotée, un humour british que je trouvais personnellement un peu sec. Une gestuelle minimaliste lorsqu'elle s'exprime sur scène en public. Mais elle a ce pouvoir étrange de faire taire une salle de 2000 personnes en parlant juste d'un arbre. À la fin de ses conférences, elle remerciait ou elle applaudissait souvent en langage chimpanzé, avec des cris joyeux et communicatifs. Face aux diverses crises environnementales, elle préférait parler d'espoir, là où d'autres crient à la catastrophe. Non pas qu'elle soit naïve, mais c'est par stratégie. Elle était convaincue que l'espoir mobilise alors que la peur paralyse. Elle savait aussi frapper fort quand il le fallait, dénonçant la destruction des habitats, l'absurdité de certaines politiques ou l'exploitation animale. Mais toujours avec cette manière de remonter jusqu'aux causes sociales, c'est-à-dire la pauvreté, l'absence de santé ou d'éducation. Dans les laboratoires d'éthologie comme le mien, on dit souvent que Goodall a humanisé les chimpanzés et par ricochet a décentré l'humain. Cette double opération a eu des effets philosophiques puissants. Elle a fissuré une frontière que nous aimions nette entre les animaux et nous. Non, les chimpanzés ne sont pas des humains poilus, mais oui, ils éprouvent des émotions, des ambitions, des deuils. Non, les humains ne se réduisent pas à des singes très doués, mais oui, nous partageons avec eux un même héritage. Le 1er octobre, elle s'est éteinte de cause naturelle, comme on dit pudiquement. La nature, chez Goodall, n'a jamais été une ennemie à dompter, mais une communauté à laquelle appartenir.